Raphaël Pau, bonjour. Bonjour. On est là pour parler de diversification de culture, d'azote, donc principalement de la thèse que tu as fait il y a... Maintenant 7-8 ans, je dirais. 7-8 ans, d'accord. Donc je pense que ce qu'on pourrait faire pour commencer, pour un peu se chauffer sur ce podcast, ce serait que tu nous expliques ta thèse sous 3 niveaux. Donc on a le premier niveau, ce serait de l'expliquer à un enfant de 7-8 ans. Donc il n'y a pas du tout aucune base sur ce que tu fais. Ensuite, à un autre niveau, ce serait un adulte ou un adolescent qui, il a son bac, il a un peu plus de formation scientifique de manière générale. Et enfin, le troisième niveau, ça serait quelqu'un qui a des bases dans ce que tu fais. Donc, tu peux un peu plus y aller niveau détail. Donc, je te laisse expliquer donc, ta thèse qui est... donc, je vais dire si c'est bien ça, c'est analyse des compromis entre diversité cultivée et complexité de gestion à travers les cas d'étude du verger maraîcher, une approche combinant modélisation et méthode qualitative. Exactement. Alors, merci déjà de me replonger là-dedans parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas eu l'occasion d'en parler. Et donc voilà, j'ai fait ma thèse à INRAE, qui est Institut de recherche en agriculture et environnement. Et en effet, donc c'est bien le titre que tu viens de mentionner. Et alors pour commencer à la décrire à un enfant de 7-8 ans, je dirais que ma thèse, ça correspond à, en gros, pour un agriculteur, le choix de ses cultures, ce sont des choix assez stratégiques. Et ça répond à plein de logiques différentes, que ce soit un maraîcher, un arboriculteur, un céréalier. Et en gros, moi, j'ai essayé de théoriser ça en reprenant la théorie de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et en gros, j'essaye de comprendre comment bien répartir ses œufs dans quel panier pour qu'une stratégie de diversification pour un agriculteur soit pertinente à la fois en termes agronomiques et ce soit aussi pertinent à gérer en termes de charge de travail, par exemple. Donc ça serait le niveau 1. Le niveau 1. Le niveau 2, je commencerai, je pense, à introduire la notion de théorie du portefeuille. Et en fait, la théorie du portefeuille, c'est une théorie que j'ai mobilisée pendant ma thèse, justement, qui date des années 50 et qui est issue au départ de la finance et de comment ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier en termes économiques, en termes de finances, justement, de retour sur un investissement. Et l'idée de Markowitz, qui a développé cette théorie au départ, c'était de se dire, il y a ce fameux adage de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais comment je peux le traduire mathématiquement pour rationaliser un investissement économique. Et donc il a développé ce qui est maintenant connu sous le nom de la théorie du portefeuille. Ça lui a valu d'ailleurs un prix Nobel dans les années 50. Et moi, j'ai pris cette théorie mathématique et j'ai essayé de voir qu'est-ce que ça donnait si on l'appliquait à des systèmes très diversifiés en agriculture. Donc, ça avait déjà été fait dans un contexte agronomique ou tu étais vraiment le premier à faire Alors, je pourrais pas dire que j'étais le premier. Disons, en agronomie, les exemples d'application à l'époque où j'ai commencé ma thèse, étaient quasi inexistants. Par contre, on avait déjà des premiers... c'est dans le milieu des années 2010 que les chercheurs ont commencé à s'intéresser à cette théorie dans le domaine du vivant, de manière générale. Et donc, on a vu les premières applications de cette théorie-là en gestion des forêts, par exemple, pour gérer une forêt au niveau national. Comment répartir de manière la plus optimale possible les espèces forestières. Dans le sens que on va mettre des ours là, on va mettre des... Ah non, c'est plutôt là c'était pour la production de bois. D'accord. Pour la foresterie dans le sens production de bois. On va mettre des pins dans telle zone, on va mettre des chênes dans telle autre. Et
Et vu que les espèces ne se comportent pas toutes de la même manière face à un même environnement, c'est une stratégie de diversification pour réduire le risque, en fait, le risque d'approvisionnement en bois, par exemple. Donc on a eu les premières applications de cette théorie en foresterie, on l'a eu également dans le domaine de la pêcherie, dans quelques domaines liés à la gestion des ressources naturelles. Et quand j'ai commencé ma thèse, on avait... en fait, moi, j'ai fait ma thèse sur des systèmes qu'on appelle vergers maraîchers, que j'ai peut-être oublié de préciser. Oui. Et alors, c'est quoi un système verger maraîcher? Alors, un verger maraîcher, c'est un système d'agroforesterie qui combine en fait des arbres, donc des systèmes pérennes, qu'on appelle pérennes, avec des cultures intermédiaires, donc des cultures qui sont insérées entre ces rangées d'arbres, dans une logique qu'on appelle donc l'agroforesterie, parce que ça combine des arbres, le domaine de la foresterie. Alors là, en l'occurrence, c'est plutôt des arbres fruitiers que j'ai étudiés, et des cultures annuelles, en l'occurrence des cultures maraîchères. D'accord, donc des tomates, des concombres, des haricots, des patates. On va faire toute la liste. Et voilà, en fait, c'est des systèmes qui sont assez récents et qui sont ultra diversifiés de nature et qui sont sur lesquels il y a très peu de références en fait, parce qu'ils sont à la fois inspirés de pratiques très anciennes mais non documentées par la science et qui suscitent un engouement très fort de la part des nouveaux agriculteurs, des nouveaux porteurs de projets qu'on appelle nous non issus du milieu agricole principalement. Dans quel sens? Non issus du milieu agricole? C'est des agriculteurs qui ont des domaines, des backgrounds, ou des historiques d'études et qui ne sont pas issus de familles traditionnellement agricoles, qui s'installent soit par reconversion professionnelle ou par vocation. Mais c'est souvent des agriculteurs qui s'installent sur des toutes petites surfaces et qui s'inspirent de courants de pensée tels que la permaculture, l'agroécologie. Donc voilà, c'est des agriculteurs qui cherchent à maximiser l'utilisation d'un petit espace pour le rendre très productif, mais de manière très agroécologique. D'accord. On va garder encore pour l'instant la partie expert, parce que j'ai l'impression que... On est allé trop loin. Dans tous les cas... moi, j'en suis clairement pas à ce niveau-là, mais je trouvais que ce serait intéressant peut-être de parler. Donc, tu as dit qu'il n'y avait pas vraiment forcément de documentation sur l'agroforesterie. Je me demandais si tu avais quand même peut-être exploré l'histoire de l'agroforesterie, donc avant que ça soit appelé comme ça, savoir un peu d'où viennent les sources. Où est-ce que ça a été pratiqué, etc. Ouais. Alors en fait, la littérature scientifique en agroforesterie, ou même pas que scientifique d'ailleurs, mais elle est assez abondante en contexte tropical, parce qu'en contexte tropical, c'est une pratique qui ne s'est jamais perdue. C'est une pratique qui a continué à perdurer dans le temps et qui est très pertinente pour des régions tropicales où la ressource lumineuse et hydrique est abondante. Et en fait, il est assez facile de faire des systèmes très complexes qui mélangent beaucoup de strates de végétaux, des légumes, des petits buissons, des arbres fruitiers, des arbres de auger, parce qu'en fait, la ressource est très abondante, la ressource lumineuse notamment, et donc les plantes se concurrencent un peu moins que sous nos latitudes. Sous nos latitudes, c'est une pratique qui a été très peu documentée par la science. On retrouve quelques ouvrages du début du siècle en ceinture, des maraîchers de la ceinture parisienne, qui ne sont pas forcément des études scientifiques, mais plus des monographies qui décrivent ces systèmes-là. Et historiquement aussi, dans le pourtour méditerranéen, dans le sud-ouest, on a des systèmes qu'on appelle les jouals, qui sont des systèmes qui associent, et qui associaient surtout dans le passé plusieurs strates. On avait des vignes auprès d'arbres, des vignes qui grimpaient sur des arbres, sur des peupliers par exemple. Donc des systèmes assez complexes où les cultures s'intriquaient les unes avec les autres. Et on retrouve également ces systèmes-là au nord de l'Italie et dans le bassin méditerranéen principalement. D'accord. Donc c'était, quand tu parles de ces différentes combinaisons,
Je me demandais si c'était quelque chose qui avait été décidé par l'homme ou juste naturellement, tu avais ce genre de combinaison et on le gardait tel quel. C'est un peu ça ma question. Ouais, alors c'était pas des associations qu'on retrouvait spontanément dans la nature. C'était plutôt des systèmes, on va dire, fortement inspirés de processus naturels, de systèmes écologiques complexes, que l'homme essayait petit à petit anthropiser, ou en tout cas aménager avec l'objectif de fournir des biens nourriciers, quoi, de la nourriture. Et donc c'est pas, disons que c'est plutôt un choix délibéré des agriculteurs de planter ces arbres et ces cultures et de les mener de manière un peu, je dirais, harmonieuse ou en tout cas symbiotique pour qu'elles poussent et qu'elles s'aident les unes les autres. Mais ce n'est pas forcément des écosystèmes qu'on retrouve de manière spontanée dans la nature. Il y a quand même la main de l'homme qui est assez présente, mais tout en accompagnant quand même des processus naturels et des processus notamment de facilitation, pour utiliser des termes techniques. D'accord. Et du coup, quand je pense à... quand je pense à du coup, ces combinaisons qui du coup favorisent des rendements ou un meilleur partage peut-être de ressources entre différents plans, je me demandais est-ce qu'il y a des ressources peut-être ou de l'info sur les pourcentages le pourcentage de personnes qui faisaient ce type de culture avant notre ère. Est-ce que c'était des cas isolés ou est-ce que par rapport à la monoculture, comment ces pourcentages ont évolué au cours du temps? En fait, il y a très peu de chiffres de ces phénomènes-là. Alors, même si on ne peut pas le chiffrer, on sait quand même décrire des grandes tendances. Et on sait qu'avant, des systèmes, en fait, ces systèmes-là sont extrêmement productifs, mais ils sont extrêmement demandeurs de main-d'œuvre. Okay. Et en fait, donc c'est les systèmes les plus. La Milpa, par exemple, qui est une association d'Amérique latine qui combine 3 espèces, maïs, haricots et courge, au pied de cette association de maïs et haricots. Ça fait partie des systèmes les plus productifs à ramener à la surface. Mais en fait, c'est des systèmes qui demandent l'intervention humaine et une charge de travail très importante. Donc en fait, ce qu'on sait décrire, c'est la manière dont se sont dépeuplées les campagnes et la manière dont les exploitations se sont petit à petit agrandies et simplifiées. Parce que l'effet de l'apport de la mécanisation aux agriculteurs a engendré tout un tas de réactions en cascade. Et une de ces réactions principales, c'était la simplification des systèmes agricoles. Et là où il fallait entretenir, là où un agriculteur pouvait produire suffisamment avec 1 hectare, comme c'est le cas, même moins d'1 hectare, comme c'est le cas sur la ferme du Bec et Loin, un agriculteur, maintenant, une ferme moyenne, c'est 60, 80, 100 hectares. Donc voilà, l'apport de la mécanisation a eu cet effet-là de d'agrandir la surface gérée par un seul agriculteur, de dépeupler les campagnes et donc de simplifier de fait les systèmes agricoles, parce qu'un agriculteur ne peut pas gérer 100 hectares en association très complexe. Donc voilà, il n'y a pas de chiffrage, mais on arrive quand même à décrire ces grandes tendances de simplification des systèmes agricoles, principalement apportées par le machinisme et la fertilisation azotée, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Si on a le temps. D'accord. Et donc du coup, si on essaye un peu de vendre ton sujet, qu'est-ce qui est... pourquoi ta thèse est importante actuellement ? Alors, ma thèse est importante, relativement importante. Ma thèse était importante au moment où je l'ai faite parce qu'elle permettait d'essayer d'évaluer des systèmes qui échappaient un peu à l'outillage de la recherche actuelle. Et en fait, la recherche actuelle, disons dans sa trajectoire
post-Seconde Guerre mondiale, on va dire, c'est quand même très axé à accompagner la spécialisation des systèmes agricoles. Et l'organisation et même les outils qu'on a en recherche sont assez peu adaptés à une telle diversité. Et donc ma thèse intervient aussi un peu dans la suite des travaux de Kevin Morel sur les systèmes micro-maraîchers sur petite surface, pour essayer d'outiller les chercheurs et la recherche d'une manière générale à cette nouvelle forme de diversité dans les systèmes agricoles. Donc en fait, ma thèse, elle intervient un petit peu à deux niveaux. Elle intervient en termes méthodologiques pour outiller l'évaluation de ces systèmes-là. Et aussi, j'ai fait pas mal d'enquêtes aussi pour essayer de décrire les systèmes tels qu'ils sont et pour essayer de les faire mieux connaître auprès de la communauté de chercheurs et peut-être du grand public. Ok. Et donc concrètement, dans ta thèse, qu'est-ce que tu as essayé de faire? Est-ce que tu as expérimenté? Est-ce que c'était principalement de la documentation sur des cas qui étaient déjà établis? Ouais, alors dans ma thèse, j'ai malheureusement pas eu l'opportunité d'expérimenter, vraiment, dans le sens expérimentation agronomique, parce que j'ai fait ma thèse dans une petite équipe qui a pour principale méthode de soit modéliser, parce que quand on n'a pas d'installation pour expérimenter, on peut modéliser sur l'ordinateur, ou alors on peut aller enquêter directement les agriculteurs qui testent ces systèmes innovants. Donc moi, c'est un peu ce que j'ai fait pendant ma thèse. J'ai combiné trois grands types de travaux. J'ai d'abord fait une revue de la littérature, une revue de la littérature scientifique, une revue de la littérature grise, qu'on appelle grise également. C'est tout ce qui n'est pas publié dans des journaux académiques. Donc ça peut être dans mon cas, c'était des bouquins de jardinage ou des ouvrages grand public sur les associations de culture, par exemple. D'accord. Donc ça, c'est une partie revue de la littérature qui m'a quand même pas mal occupé, qui occupe d'ailleurs beaucoup de thésards en début de thèse. J'ai cru comprendre. Et à côté de ça, donc, j'ai fait des travaux de modélisation pour essayer de voir justement, à partir de la théorie du portefeuille, quelles sont les stratégies de diversification si on en modélise plein. Si on analyse les rendements, je ne sais pas, de la tomate et de la carotte sur les 40 dernières années, ou du concombre, enfin d'une quantité de légumes définie, quelles sont les stratégies de diversification qui sont les plus intéressantes, en théorie, à partir de modélisation, et pour essayer de proposer aux agriculteurs, aux gens qui vont s'installer, par exemple, des cultures qui sont intéressantes du point de vue de la diversification. Non, vas-y, je garde ma question. Par exemple, si on parle de théorie du portefeuille, si on analyse, je ne sais pas, les rendements des cultures sur les 20 dernières années dans une région donnée. Donc en monoculture, du coup. En monoculture, on se rend compte, par exemple, que chaque fois que les tomates sortent bien, on se rend compte que c'est les poireaux qui tirent la gueule, et inversement. Et donc là, on dit que ces cultures sont très fortement décorrélées. Et ça veut dire qu'elles réagissent de manière très différente face à un même environnement. Et donc, c'est intéressant de les associer dans un assolement, dans une stratégie de diversification, parce que l'année où on aura de l'un, on n'aura peut-être pas de l'autre, mais l'année où l'un se casse la gueule, on aura peut-être de l'autre. Et donc ça, c'est un peu ce que permet la théorie du portefeuille, c'est de se dire, on va associer les cultures qui ont les rendements les plus décorrélés les uns des autres pour diminuer le risque global. D'accord, donc donc quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu vas faire une sorte de cycle tu fais pousser l'un et après tu fais pousser l'autre sur un même sol, mais c'est pas de ça dont on parle, c'est d'avoir tout en même temps, au même endroit et un peu... Oui, alors il y a un peu ces deux aspects. Il y a l'aspect diversification qui est vraiment comment je diversifie mes cultures dans ma ferme, mais elles peuvent être réparties dans l'espace de manière à ce qu'elles n'interagissent pas du tout. Et après, j'ai rajouté des aspects d'association de cultures, où là, les cultures interagissent très fortement entre elles. Donc ça veut dire que cultiver une tomate et une salade ou un basilic aux quatre coins de la ferme, ça ne veut pas du tout dire la même chose que les cultiver en association. Par exemple, intégrer un basilic entre deux pieds de tomate. Et là, il y a des processus biologiques qui rentrent en jeu et que j'ai aussi pu modéliser par la suite dans le cadre de ma thèse.
Donc je différencie ce qui est de la diversification et ce qui est de l'association de cultures. Et donc j'ai créé une sorte de cadre unificateur de ces deux notions. D'accord. Et donc quand tu parles de modéliser les interactions, tu parles de quoi concrètement Alors modéliser les interactions, alors quand je parle de modéliser, c'est principalement modéliser des paniers de culture théoriques pour un agriculteur qui voudrait s'installer demain, par exemple. Et donc ça, on peut très bien, si on se dit qu'on veut faire 10 cultures, je pioche 10 cultures aléatoires dans une liste de cultures dont on a les données, et j'en modélise des milliers, des centaines de milliers pour essayer de voir quelles sont les 10 combinaisons les plus intéressantes pour un agriculteur qui voudrait s'installer demain, par exemple. Ça, c'est de la modélisation. Et ensuite, pour les associations de cultures, c'est un peu plus compliqué à modéliser parce qu'on a beaucoup moins de données, beaucoup moins d'études scientifiques sur ces systèmes-là qui sont encore assez nouveaux. Et donc là, c'est plutôt utiliser la revue de la littérature scientifique que j'ai faite, qui m'a permis de voir quelles cultures, au-delà de savoir quelles cultures on va cultiver, essayer de comprendre un peu mieux les interactions que ces cultures ont les unes avec les autres, si on veut les rapprocher spatialement, je dirais. Donc de manière générale, avoir une sorte de liste de telle interaction existe entre telle plante et telle plante, c'est ça? De créer une sorte de... j'ai pas le mot, mais... je dirais un catalogue ou un recensement des bonnes et mauvaises interactions des cultures les unes avec les autres. D'accord, donc ça c'est ce que tu as essayé de créer, si je comprends bien. Ouais, j'ai fait... Alors il y a plein de petites briques que j'ai assemblées les unes avec les autres. Et la brique des bonnes ou mauvaises associations, c'est quelque chose que j'ai effectivement fait, créé, et puis que j'ai rajouté à ma brique diversification. Et donc, pour donner une sorte d'aide aux agriculteurs qui voudraient se diversifier. Alors, ça représente un travail de fou, non? Je sais pas, j'ai du mal à imaginer le nombre d'interactions. J'étais pas tout seul. Ouais, d'accord. J'étais pas tout seul. C'est vrai qu'il y a... Alors, si on fait un petit calcul de bout de table et qu'on prend ne serait-ce que 10 cultures et qu'on essaye d'évaluer toutes les interactions possibles 2 à 2, ça fait déjà un nombre important. Et si en plus on essaye de voir les interactions 3, 4 à 4, je vous passe les détails, mais c'est assez important. Et c'est là aussi que les modèles peuvent nous aider, parce que ça permet aussi de simuler rapidement des situations qui ne seraient pas réalisables en expérimentant ces associations de cultures. Ou alors il faudrait des années et des dispositifs expérimentaux très coûteux. Mais effectivement, c'est un gros travail. Moi, j'ai pas du tout été tout seul. J'ai à l'époque mes directeurs de thèse qui m'ont pas mal aidé, et puis des collègues de l'unité. D'accord. Parce qu'il y a aussi peut-être les types de sol, les vents, la météo, sol, etc. Je vois un nombre de paramètres immenses à prendre en compte. Oui, c'est vrai. Et en fait, ce qui est aussi intéressant avec ces systèmes-là, qui sont par naissance ultra diversifiés, c'est qu'ils permettent... ils sont un peu complexes à étudier, parce qu'il y a tous les paramètres que tu viens de décrire là qui rentrent en jeu. Des paramètres qu'on essaye en agronomie traditionnelle de maîtriser hyper bien. On cultive un blé, une variété de blé en monoculture, parce que justement, ça nous permet de maîtriser ces autres paramètres, le sol, le climat, etc. Alors que là, on est sur des systèmes diversifiés qui sont presque... qui sont inadaptés à nos outils de recherche actuels. Mais c'est pas très grave, en fait, parce que nous, on cherche pas à appliquer nos cadres de recherche existants à ces systèmes-là. On cherche juste à essayer de comprendre, avec une approche un petit peu que certains collègues qualifient de boîte noire. On ne cherche pas vraiment à comprendre ce qu'il y a dans la boîte, on cherche à comprendre ce que les agriculteurs font, pourquoi ça marche pas, mais sans essayer de modéliser ou de décrire très finement tous les processus que tu viens de décrire là. D'accord. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que en fait, la diversification, par essence, permet de réduire cette part de risque liée à... ou d'incertitude plutôt, je dirais, qui est liée au type de sol, au climat, aux précipitations. J'avais vu... Alors, je vais un peu faire le bon élève et montrer que j'ai un peu fait des recherches. J'ai vu que tu avais sorti un autre papier qui
qui s'appelle Reducing Risk Through Crop Diversification and Application of Portfolio Theory, donc la théorie du portefeuille, to Diversified Horticultural Systems. Donc j'ai regardé un peu ce que tu avais fait là-dedans et tu montres qu'en gros, la diversification aide à réduire la variabilité donc, de rendement donc, d'une année à une autre de 77%, du moins dans l'article que tu as sorti. Et donc je me base sur ça, je me base sur tout ce que tu racontes depuis tout à l'heure et je me dis, bon, ça a l'air trop bien. Bon, ok, c'est complexe, mais c'est quoi les obstacles qu'est-ce qui nous empêche d'avoir que de la diversification dans le paysage agricole français? Oui, alors en effet, c'est vrai que depuis le début de ce podcast, j'insiste beaucoup sur les aspects bénéfiques de ces systèmes. Ils sont nombreux. Mais en effet, on pourrait se dire, mais pourquoi alors on généralise pas ça à l'ensemble du système agricole français? Et en fait, c'est ce qu'il faut bien voir dans ces systèmes-là, c'est qu'ils sont assez vertueux, on le voit. Mais le problème, c'est qu'ils sont aussi très complexes à gérer. Ils sont très complexes à la fois en termes de cognitif. Pour un agriculteur, c'est la majorité des agriculteurs que j'ai pu rencontrer cultivent entre 40 et 70 espèces différentes sur leur ferme. Donc c'est une complexité organisationnelle, cognitive, logistique qui est assez lourde à mettre en œuvre. J'ai pu aussi observer que certains collectifs d'agriculteurs arrivaient peut-être aussi à gérer un peu mieux cette diversité. Donc il y a une dimension aussi ressources humaines qui est importante mais toujours fermes. Dans une situation où ils ont plus de 70, un nombre assez élevé de cultures différentes. Oui, en fait, c'est... alors, je reviendrai après sur cet élément-là, mais pour essayer d'apporter quelques éléments, en fait, donc, c'est des systèmes qui sont très gourmands en main-d'œuvre aussi, donc qui sont pas forcément généralisables à l'ensemble de la population agricole qui ne fait que décroître, et les populations qui ne font... les surfaces d'exploitation qui ne font que s'agrandir. Donc ça voudrait dire que si on voulait généraliser ce type de système-là, de remettre un paquet de monde à l'agriculture. Et donc voilà, il y a ces aspects c'est des systèmes très, très exigeants en main-d'œuvre, en cognitif, en ressources cognitives. Et puis c'est des systèmes aussi qui demandent des compétences, d'apprendre des métiers assez différents. Dans mon cas, on avait affaire à la fois à des maraîchers et des arboriculteurs, qui sont deux métiers très très différents. Donc ça demande aussi des compétences, de la formation pour diversifier des systèmes de cette manière. Et un dernier aspect, c'est que c'est des systèmes qui sont particulièrement adaptés à ce qu'on appelle des circuits courts, des circuits de commercialisation courts, donc en panier, dans un système d'AMAP par exemple, donc de paniers solidaires ou de petites... Tu peux développer sur ce qu'est un panier solidaire, parce que peut-être qu'il y a des gens qui savent. Alors les systèmes d'AMAP, c'est les systèmes donc, de paniers solidaires où le consommateur contractualise avec un ou plusieurs agriculteurs de manière à proposer un débouché pérenne pour l'agriculteur et en échange d'avoir en général c'est de manière hebdomadaire, mais un panier de légumes diversifié toutes les semaines et qui varie en fonction des saisons, en fonction de la production de l'agriculteur. Et ce contrat moral entre l'agriculteur et le consommateur permet aussi de tamponner certains échecs de culture. Par exemple, si l'agriculteur rate, je sais pas, ses choux, c'est pas grave, ça fait partie du contrat et ça permet à l'agriculteur de vivre un peu plus sereinement cette prise de risque qui est la diversification des cultures. Donc ça, c'est aussi un élément qui fait que ces systèmes ne se généralisent pas, c'est que pour pouvoir produire de manière ultra diversifiée, il faut avoir des débouchés majoritairement en circuit court. Et ça, on sait que c'est pas possible partout. C'est possible à l'abord de certaines grandes villes, c'est possible dans certains contextes d'interface agriculture et ville. Mais en fin fond de la Beauce, par exemple, c'est peut-être un peu moins envisageable. D'accord. J'avais une question par rapport
niveau financement, donc les aides fournies aux agriculteurs, donc je m'étais un peu renseigné sur la PAC, donc la politique agricole commune, et sur le fait que les financements, du moins les aides fournies aux agriculteurs étaient souvent corrélées à la surface que l'agriculteur possédait et donc exploitait. Et donc, de ce que tu me parles, j'ai l'impression que ce genre de pratique, donc verger verger maraîcher, oui. maraîchage diversifié dans certains cas. Et donc, donc ça se passe souvent sur des parcelles qui sont assez faibles. Donc je me demandais s'il y avait eu un changement par rapport à ça dans la PAC depuis la dernière fois que j'ai regardé cette information. Alors non, je suis désolé de te dire que mais en effet, ça fait aussi partie du problème, c'est que les aides agricoles sont... alors il y a deux grands piliers, je ne vais pas faire un cours de politique agricole commune parce que déjà c'est pas ma spécialité, mais en gros ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux grands piliers dans les aides. Il y a les aides couplées, qu'on appelle couplées, c'est les aides qui sont vraiment couplées à la production et à la surface. Donc c'est des aides qui effectivement, comme tu le dis, favorisent des agriculteurs qui ont des grosses parcelles. C'est-à-dire on va toucher X euros à l'hectare, peu importe si c'est couplé à la production, mais je veux dire peu importe le nombre d'hectares qu'on a, on va toucher la même somme par hectare cultivé. Et donc pour des petits agriculteurs, en effet, comme je les décrivais tout à l'heure, qui ont quelques hectares, c'est des agriculteurs qui ne peuvent pas compter sur ces aides de la politique agricole commune pour vivre et pour leur activité. Là où, pour certaines grosses exploitations, les aides PAC constituent une part très importante de leur rentabilité à l'échelle de la ferme. Et donc il y a des aides découplées, qui est un autre pilier un peu plus minoritaire de la politique agricole commune, qui, elles, sont un peu plus liées à des politiques environnementales, qui sont liées par exemple à l'agriculture biologique ou à des aides pour les infrastructures qu'on appelle infrastructures agroécologiques, et qui, elles, sont découplées de la parcelle, mais qui récompensent un peu plus des pratiques, d'agroécologisation de l'agriculture. Mais en effet, le processus que tu décrivais juste avant fait que il y a une inertie dans les politiques agricoles qui fait que, en tout cas, les systèmes actuels ne peuvent pas en dépendre pour pouvoir espérer se développer. D'accord. Donc, parce que ces aides découplées, donc c'est une partie infime de la des politique aides agricole. De manière générale. Ouais. D'accord. Donc, j'avais une autre question par rapport à juste les différences entre du coup culture intensive, monoculture et verger maraîcher, parce que déjà ça va nous faire transitionner sur ton deuxième sujet, mais ce qui m'intriguait peut-être, c'est vu que tu as eu l'occasion de partager le quotidien de personnes dans l'une situation ou l'autre, j'avais une question sur peut-être les mentalités, ou l'état d'esprit, le bien-être peut-être de manière générale de ces agriculteurs dans situation A, monoculture intensive, et situation B, verger maraîcher. Alors oui, en effet, je suis passé un peu du coq à l'âne dans mes objets de recherche, parce que je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis passé donc du verger maraîcher, des systèmes très diversifiés sur petite surface pendant ma thèse, à des systèmes un peu plus spécialisés actuellement, ou en tout cas des systèmes qui reposent sur une utilisation assez importante d'intrants. Et donc j'ai fait, pour décrire un tout petit peu ma trajectoire, je me suis intéressé d'abord au système très diversifié petite surface. Ensuite, je me suis intéressé en post-doctorat aux associations de culture, mais en grande culture, donc sur plus grande surface.
Donc ça, c'est quoi par exemple Alors ça peut être par exemple l'insertion de légumineuses, donc j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais c'est des associations de cultures. Par exemple, certains agriculteurs associent leur blé, qui est principalement cultivé en monoculture actuellement, avec d'autres espèces qui sont capables d'aider le blé à pousser. Ça peut être par exemple ce qu'on appelle des légumineuses qui vont fournir de l'azote au système. Donc je me suis intéressé à ces associations de culture dans des systèmes un peu plus conventionnels. Et donc ça a fait le pont avec mon doctorat. Et ensuite, en poste, maintenant, mon poste, c'est de réduire cette dépendance aux intrants, et notamment à l'azote, des exploitations, on va dire, les plus consommatrices. Parce que c'est là où se pose vraiment le problème, c'est pour les exploitations les plus dépendantes. Finalement, d'essayer de s'affranchir ou de réduire en tout cas la dépendance aux intrants. Et moi, mon sujet d'étude particulier, c'est l'azote en agriculture. Et donc voilà, j'ai un peu fait cette bascule entre des systèmes très niches, très diversifiés, et des systèmes qui sont un peu plus conventionnels, un peu plus intensifs, mais sur lesquels il y a des marges de manœuvre peut-être plus importantes aussi que sur ces systèmes très, très diversifiés et petites surfaces. D'accord. Bon, j'ai une question sur cette transition que j'aimerais que tu expliques, juste d'un point de vue pensée, peut-être que tu as eu une réflexion derrière tout ça. Mais du coup, on revient à la question de base. Est-ce que tu as vu des différences du coup, dans les mentalités, le bien-être, etc. J'ai pas forcément besoin de parler du problème des suicides des agriculteurs, mais ça se passe principalement dans des situations de monoculture intensive. Oui. Et donc, peut-être que tu peux un peu nous donner un insight sur toute cette situation. Oui. Alors en effet, c'est très dur de catégoriser les agriculteurs dans certaines... Il y a une très très grande diversité, même au sein des différentes agricultures, avec un S. Par contre, ce que j'ai observé en termes ce que j'ai pu observer avec ma petite carrière, c'est qu'il y a une différence de là où se situe la valeur que donnent les agriculteurs à leur métier. Et en maraîchage diversifié, sur les petites surfaces, et ça a été aussi très bien montré par Kevin Morel, dont je citais les travaux tout à l'heure. En fait, les agriculteurs, ce qui compose leur système de valeur est beaucoup plus diversifié dans leur métier que les agriculteurs que j'ai l'occasion de côtoyer actuellement. Et par exemple, on a... alors, Kevin Morel avait décrit 5 ou 6 systèmes de valeurs qui portent les agriculteurs dans leur métier de maraîcher diversifié. Et il y a des dimensions immatérielles qui sont très fortes, des dimensions notamment d'insertion dans un territoire ou des dimensions également de temps pour soi, de harmonie, enfin de qualité de vie. Qui sont beaucoup plus présentes chez ces populations de maraîchers petite surface, pour faire court, que chez des agriculteurs qui sont plus dans une logique de gestion d'entreprise et pour lesquels la dimension économique prévaut sur toutes les autres. Et donc voilà, je dirais que c'est difficile de rentrer dans leur psychologie, dans leur mentalité, mais là où je vois vraiment la différence, c'est la priorité et surtout la diversité du système de valeurs qui est beaucoup plus forte chez les maraîchers petite surface que chez des agriculteurs, je dirais un peu plus commerciaux ou avec une activité de chef d'entreprise, quoi. D'accord. Donc, dans le sens que tu as du coup plutôt ça vient plutôt d'un choix de mode de vie dans les vergers maraîchers, alors qu'à l'inverse, quand on parle des agricultures intensives, c'est peut-être du coup ça part d'une origine peut-être que c'est mon père qui faisait pareil, mon grand-père, etc. Donc, parce que je repense à ce que tu me disais sur les origines des exploitants vergers maraîchers, et que c'était surtout des gens qui n'avaient pas forcément ce background-là. Oui, c'est vrai. En fait, effectivement, le terme que tu emploies est, je pense, bien choisi, parce que c'est un choix délibéré de ces néo-agriculteurs. Et en fait, c'est vrai que
ils choisissent un mode de vie, ils choisissent un système de valeurs et la viabilité de leur ferme repose sur des dimensions qui sont assez différentes. Et effectivement, il y a probablement ce fait que ce soit un choix délibéré qui fait qu'on ne parle pas de la reprise d'une ferme familiale avec tout le symbolique que ça représente en termes d'historique, de liens intergénérationnels, aussi d'investissement économique. Pour certains, c'est très important, c'est un choix de vie très important de reprendre la ferme familiale avec tous les enjeux économiques qu'il y a derrière. Donc effectivement, cet aspect de choix me semble assez bien trouvé, parce que d'un côté, on a un choix qui peut être parfois subi. Je ne dis pas que c'est le cas, c'est probablement pas le cas pour tous les agriculteurs qui reprennent les fermes familiales. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que dans l'autre cas, c'est vraiment un choix actif, proactif, et qui peut aussi jouer sur là où ces agriculteurs mettent le curseur et ce qu'ils priorisent dans la viabilité de leur exploitation. Oui. C'est peut-être moins vécu comme une forme de pression. Un choix voulu, c'est toujours plus agréable au niveau du bien-être, etc. J'ai l'impression qu'on est en train de transitionner vers ton deuxième sujet, donc à travers cette question qui liait un peu les deux. Donc actuellement, tu travailles sur les engrais azotés, si je comprends bien. Ça fait une partie de mon travail. Oui. Une partie de ton travail, d'accord. Est-ce que tu veux que l'on refasse le même jeu ? Et cette fois, je remarque que c'est peut-être une meilleure option, c'est de faire simplement 2 niveaux. Donc, le premier niveau, tu l'expliques à un enfant de 7-8 ans. Donc, l'enfant de 7-8 ans auquel tu as expliqué ta thèse... il avait peut-être plus que 7-8 ans. Il avait peut-être plus que 7-8 ans. J'aurais dû poser des questions. Mais voilà, vraiment faire une explication très simple et de l'autre côté, une explication du coup un peu plus poussée de ce que tu fais maintenant. Ok. Alors en fait, actuellement, mon sujet d'étude, c'est essayer de rendre l'agriculture en France, et les systèmes de culture autonomes vis-à-vis de l'azote. Et alors, qu'est-ce que l'azote pour un enfant de 6 à 7 ans ? L'azote, en fait, c'est un peu le carburant de l'agriculture. J'aime bien le qualifier de cette manière-là, parce que c'est un élément sans lequel les plantes ne pousseraient pas. Et en fait, ce carburant, avant, il venait naturellement. Il était fixé par les plantes, par exemple, de l'atmosphère. Certaines plantes arrivaient à s'en nourrir naturellement, et d'autres arrivaient simplement à pousser avec l'azote qui était présent dans le sol. Et petit à petit, il y a eu des processus industriels qui ont permis de créer de l'azote, donc créer de l'azote un peu comme on utiliserait une source d'énergie nouvelle. Et donc ça implique tout un tas de problèmes, mais je vois que je suis déjà en train peut-être d'être trop avancé pour un enfant de 6-7 ans. Mais en gros, je dirais que c'est un peu l'autonomie azotée de l'agriculture en France, c'est un peu comme l'autonomie en pétrole de la France pour les transports. C'est les mêmes enjeux. Et ce que j'essaye de faire, c'est de rendre les systèmes agricoles qui sont devenus trop dépendants à l'azote plus autonomes, voire complètement autonomes. D'accord. Donc ça, on va dire, c'est enfant de 7-8 ans, plus. Ouais. Mais du coup, déjà, je trouvais que c'était très complet dans ton explication et très clair aussi. Donc, ce que je comprends déjà sur cette première explication, c'est que l'azote est nécessaire à avoir un bon rendement de nos cultures. C'est présent naturellement, mais peut-être qu'on a eu envie d'en faire plus que ce qu'on avait, et du coup, on a réussi à créer une manière artificielle de produire cet azote. Exactement. Donc, on s'est basé sur ça pour produire plus, mais maintenant, on produit plus, mais on dépend plus de l'azote. Et donc, toi, tu essayes de réduire cette dépendance.
Je suis en train de résumer totalement ce que tu viens de dire, mais je pense ça. que c'est important pour la suite. Est-ce que, à partir de ce que tu as dit là, il y a des choses en plus à rajouter qui sont peut-être un peu plus complexes, ou alors on peut Ouais, tout de suite alors commencer. déjà, peut-être ce qui serait important, ce serait de, je pense, dire qu'est-ce que c'est l'azote et en quoi ça joue dans les écosystèmes. Parce qu'en fait, on n'y connaît pas grand-chose à l'azote avant d'y avoir mis les pieds. Mhm. Et en fait, l'azote, c'est vraiment un élément qui est présent partout dans les écosystèmes. Dans l'air qu'on respire, on baigne d'azote, on est traversé par l'azote à chaque fois qu'on prend une bouffée d'air. Mhm, mhm. C'est l'élément N du tableau périodique des éléments, pour ceux à qui ça rappelle quelque chose. Et en fait, c'est un élément qui est indispensable pour la vie sur Terre. Et c'est l'élément le plus important pour les plantes, pour pousser. Donc c'est un élément qu'on retrouve partout, dans les protéines, dans les acides aminés, dans notre ADN, dans les parois de nos cellules, dans les tissus cellulaires, dans la chlorophylle que les plantes utilisent pour faire de la photosynthèse. Voilà, c'est un élément qui est indispensable et c'est l'élément le plus important pour la croissance des végétaux et pour notre alimentation également. Et donc en fait, ce qui est difficile avec la gestion de l'azote, c'est qu'on en est venu à en dépendre tellement que notre société est complètement droguée à ces formes d'azote synthétiques. Je pourrais y revenir après si tu veux, comment on en est arrivé là. Mais de la même manière qu'on est drogué et qu'on est dépendant aux énergies fossiles, on est dépendant, nos systèmes agricoles et alimentaires sont complètement dépendants à l'azote. Et il est hyper compliqué de sortir de cette dépendance. Moi, tout mon job, c'est d'essayer de sortir de cette dépendance et donc d'essayer de réduire les engrais azotés qu'on utilise, mais aussi de réinventer les systèmes agricoles pour que, par essence, ils soient plus autonomes. Donc, je peux développer certains points si tu veux. Si tu veux, ce qu'on peut faire d'abord, c'est... Parce que je trouve ça très intéressant et je pense que... c'est bien au moins de le mentionner, juste pour la petite anecdote, de parler un peu de l'histoire de l'azote artificiel. Oui. Donc, c'est quoi son base, comment ça en est venu, de ce que j'ai compris, ça a rien à voir avec l'agriculture de base, donc peut-être tu peux un peu... Oui, c'est une histoire qui est intéressante, je pense à mentionner, parce qu'en fait, c'est un chimiste allemand qui a fait cette découverte en début du XXe siècle, en 1909, et qui s'appelait Haber, Fritz Haber. Donc c'est un chimiste allemand qui, par la suite, a reçu un prix Nobel, lui aussi, pour cette invention. Et en fait, c'est un chimiste qui a beaucoup... qui a participé au développement de ce qu'on appelle le procédé Haber-Bosch. Donc c'est un chimiste qui s'est rapproché de Karl Bosch, qui était plutôt un industriel, un passionné de processus industriels, de mécanique, etc. Et ensemble, ils ont créé ce processus Haber-Bosch qui permet en fait de synthétiser de l'ammoniac à partir d'azote de l'air, de l'azote qui est naturellement présent dans l'atmosphère. Et pour synthétiser cet ammoniac, qui est en fait la base de tous les engrais azotés qu'on utilise actuellement, ils ont développé ce procédé, donc Haber-Bosch, qui permet donc à partir d'une source d'hydrogène abondante, en l'occurrence là c'est le méthane, du gaz naturel, de déclencher une réaction chimique entre du gaz naturel et l'azote naturellement présent dans l'air pour en faire de l'ammoniac. Et donc cet ammoniac, après en cascade, est la source de tous les engrais azotés qu'on utilise actuellement. Mais au départ, Fritz Haber et Karl Bosch, ils n'avaient pas du tout cette volonté de créer des engrais azotés. Au départ, ils ont créé ça pour créer des explosifs qui ont été utilisés ensuite dans les différentes guerres. Et donc la base de ces explosifs, ce sont ce qu'on appelle les ammonitrates, ou nitrates d'ammonium, qui sont en fait des dérivés de la première molécule synthétisée qui est l'ammoniac. Et donc, ça a donné après les tristement célèbres explosions d'AZF à Toulouse et de Beyrouth plus récemment.
Mais en effet, c'est des formes d'azote et des formes chimiques qui sont très réactives et qui vont servir à la base, à l'origine, à créer des explosifs. Donc c'est que dans un deuxième temps qu'on a utilisé cet ammoniac et les formes surtout dérivées de cet ammoniac pour l'agriculture. Donc c'est les mêmes personnes qui ont développé les procédés qui plus tard sont utilisés en agriculture, ou c'est juste on a repris leur procédé pour pouvoir l'utiliser en agriculture? Alors au départ ce sont les mêmes personnes, mais c'est vraiment Bosch qui a donné qui a transformé l'idée de Fritz Haber en procédé industriel qui a permis de massifier complètement la synthèse de l'ammoniac. Et donc après, il y a une grande quantité d'usines qui se sont implantées partout en Europe et qui ont permis de produire des ammonitrates à partir de ce procédé-là. Mais c'est les mêmes personnes qui sont à la fois à l'origine de l'invention et à l'origine de son industrialisation. Et si je me trompe pas, et que j'ai bien lu ce que j'ai lu, le Zyklon B, donc le triste et célèbre produit qui a été utilisé dans les camps de concentration, était aussi un dérivé de ce procédé-là, du coup. Oui, et c'est aussi Fritz Haber qui en est à l'origine. Et donc en effet, c'est un peu... Alors Fritz Haber, c'est une personnalité très controversée parce qu'il a à la fois permis le développement de l'agriculture moderne telle qu'on la connaît, qui a permis... Alors les chercheurs estiment que la moitié de l'humanité existe et nourrit actuellement grâce à ce procédé industriel. Donc à la fois, il est à l'origine de cette abondance de nourriture qu'on connaît actuellement, même s'il y a des disparités géographiques qui sont importantes. Et en même temps, il est aussi à l'origine de l'utilisation d'explosifs et de zyklons dans les camps de concentration. Donc c'est un personnage très controversé qui a néanmoins reçu un prix Nobel pour cette invention. Et sans qui on devrait probablement être moitié moins aujourd'hui sur Terre. D'accord. Donc du coup, l'azote, c'est important. On en dépend vraiment beaucoup. Et ça demande beaucoup d'énergie fossile aussi. Donc tu as mentionné le gaz naturel, mais si je comprends bien, ça c'est ce qu'on fait en Europe. Mais il y a aussi en Chine, eux ils utilisent du charbon. Peut-être ailleurs où ils ont du pétrole, ils utilisent du pétrole. Donc, c'est vraiment pas top. Pour résumer. C'est vraiment en fait, ce qui est effectivement, on en dépend énormément. Et ce qui est. Donc, l'azote, en fait, chaque année en France, on en utilise 2 millions de tonnes. C'est colossal. Et effectivement, nous, en France et en Europe, globalement, on dépend principalement du gaz naturel qui est fourni par la Russie. Et donc, en effet, c'est ce gaz naturel qu'on va transformer en engrais azoté et que les agriculteurs épandent sur leur parcelle. Et en effet, donc ça permet aux cultures ça a permis d'améliorer considérablement les rendements des cultures. Mais le problème, c'est qu'on considère, en tout cas en France, qu'à peu près la moitié, voire 60% de ce qu'utilisent, de ce qu'apportent les agriculteurs est perdu vers l'environnement. D'accord. Donc c'est aussi, ça engendre des dégradations de l'environnement qui sont considérables. Et parmi ces dégradations, donc on a effectivement ce qu'on appelle des phénomènes de lixiviation qui font que les nitrates qui sont présents via ces engrais azotés dans les sols vont s'ils ne sont pas absorbés par les cultures, descendre dans les nappes phréatiques, être emportés dans les nappes phréatiques. On a sur les bouteilles d'eau potable, par exemple, des concentrations en nitrate qui sont systématiquement indiquées parce qu'au-delà d'un certain seuil, on dépasse le seuil de potabilité de l'eau. Donc il y a de plus en plus de captages d'eau potable qui sont fermés parce qu'on dépasse ces seuils. Il y a également du nitrate qui va se perdre dans les eaux de ruissellement, dans les eaux de surface. Donc là, ça donne des problèmes de ce qu'on appelle d'eutrophisation, mais pour le faire simple, c'est les problèmes d'algues vertes qu'on retrouve
en région Bretagne principalement, où là il y a une très forte concentration de nutriments aux embouchures des cours d'eau. Et un troisième problème, c'est en fait le problème de volatilisation, parce qu'une partie de l'azote que va apporter les agriculteurs sur leurs parcelles va se volatiliser. Et en fait, l'ammoniac est un précurseur des particules fines, ce qu'on appelle les particules fines, qui vont engendrer des gros problèmes de santé, et notamment des problèmes respiratoires, pulmonaires. Donc voilà, il y a ces... En gros, avec l'azote, tout est une histoire de balance entre bénéfices et risques. Et donc, il y a des risques. Il y a des bénéfices qui sont l'augmentation des rendements. On pourra discuter après est-ce que c'est vraiment souhaitable, tout ça. Et il y a des risques qui sont liés à la pollution atmosphérique, la pollution des eaux et des écosystèmes. Et j'avais vu aussi que l'azote était aussi le principal polluant émis par la France, parce que j'ai compris que c'était 51%. J'ai pas le nom exact, mais peut-être que tu peux... Oui, mais j'ai oublié effectivement de le mentionner. Il y a un quatrième problème, qui est effectivement les problèmes d'émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand l'azote est appliqué sur les parcelles, il y en a une partie qui va se volatiliser, une partie en ammoniac et une partie en protoxyde d'azote. Protoxyde d'azote, d'accord. C'est ce gaz-là, en fait, qui a un pouvoir réchauffant 300 fois plus important que le CO2. Et effectivement, c'est à cause de ces processus-là que l'agriculture est la première source de pollution en équivalent CO2 à l'échelle de la France. Et donc, en effet, il y a un gros enjeu à maîtriser un peu toutes ces fuites d'azote à l'échelle d'une parcelle pour éviter... donc, à la fois, on a vu, il y a de la consommation de méthane, qui est un gaz assez polluant au départ, qui va, ne serait-ce que pour produire les engrais azotés, il y a un dégagement de CO2 qui est important. Et ensuite, lorsque les agriculteurs l'utilisent, cet engrais azoté, sur leurs parcelles, il y a aussi des nouvelles émissions de gaz à effet de serre, et notamment de protoxyde d'azote, qui sont très importantes et qui font que la fertilisation azotée, c'est le plus gros poste d'émissions de gaz à effet de serre pour les fermes en grande culture en France, quoi. D'accord. Et voilà, et donc face à ces problèmes-là, la recherche a développé pas mal de solutions. Il y a des solutions qui sont ce qu'on appelle... en recherche, on a un cadre qu'on aime bien utiliser, c'est un cadre ESR. Alors, je vais essayer de le développer rapidement. Que veut dire ESR ? C'est un cadre qui symbolise 3 stratégies de réponse à un problème complexe. Et donc, le E, ça symbolise l'efficience. Donc, face à un problème donné, on peut réfléchir à améliorer l'efficience d'un produit. Pendant des années, par exemple, on a amélioré l'efficience des moteurs thermiques pour consommer moins de pétrole. Un exemple tout bête. On a une deuxième voie qui s'appelle la substitution. Le S, c'est pour substitution. Ça veut dire substituer un problème ou, là, en l'occurrence, si je reprends l'exemple de la voiture, on va substituer du pétrole par de l'huile de colza ou un autre... Donc avec ses propres problèmes aussi. Biosourcé, mais qui engendre tout un tas de problèmes. Donc, l'azote et l'énergie en général, c'est ce dont on parlait tout à l'heure en aparté, ce qu'on appelle un wicked problem. C'est vraiment un problème inextricable, complexe, parce que impliquant de nombreux acteurs, de nombreuses parties prenantes qui ont tous des intérêts très divergents et dont la porte de sortie n'est pas facilement identifiable. Et donc la troisième voie, donc efficience, substitution, et la troisième voie, c'est ce qu'on appelle la reconception. Ça veut dire reconcevoir les systèmes en agriculture, les systèmes agricoles, pour les rendre par essence moins dépendants ou voire autonomes vis-à-vis de l'azote. Donc si je prends encore l'exemple de la voiture, ça veut dire reconcevoir des voies de transport, de train, de vélo, de fret, de voies de vélo. Voilà. Ça devient un problème systémique. C'est comme le problème du changement climatique, en gros. En fait, le cadre ESR, il peut s'appliquer à peu près à tous les problèmes, les wicked problems, les problèmes complexes.
Et en recherche, on aime bien ce cadre parce qu'il permet de structurer les voies de recherche qui vont de la simple recherche d'efficience à la reconception globale d'un système. Voilà. Et du coup, j'ai perdu de quoi on parlait avant. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que pour résoudre ce wicked problem qu'est le problème azoté, nous, à INRAE, on développe à la fois des approches d'efficience, de substitution et de reconception. Et moi, dans mon travail, je développe aussi ces 3 approches parce que je pense qu'il est illusoire de vouloir viser uniquement l'une de ces 3 approches et que c'est qu'en fait, ma conviction, c'est que c'est la combinaison de ces 3 approches qui va permettre d'avancer et de trouver une solution durable à ce problème complexe et inextricable. Et donc du coup, est-ce que tu as peut-être des solutions, des visions à travers ton travail de ces 3 différents thèmes, de comment ça améliorer les 3 ? Par exemple, en efficience, il y a plein de solutions donc, qui sont... nous, dans notre unité, on part du principe que il faut redonner... ce que je n'ai pas précisé, c'est que dans mon unité, on est principalement ce qu'on appelle des agronomes système. Ça veut dire des agronomes qui s'intéressent à la pratique, à l'agriculteur comme praticien. Et si je reprends l'analogie avec la voiture, désolé, je voulais... Non, mais c'est une bonne analogie. On s'intéresse pas forcément à comprendre tous les rouages d'un mécanisme qui font que le piston va transmettre son énergie à un arbre, etc. Mais on s'intéresse plutôt à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une voiture roule et comment un conducteur peut piloter sa voiture. Donc ça, l'agronomie système, c'est accepter de mettre l'agriculteur dans son contexte de production et d'essayer de comprendre ses choix, pourquoi il les fait, et d'accepter de ne pas s'intéresser à un processus très particulier, très fin, et à le décrire finement. Voilà, en gros, pour faire l'analogie entre l'agronomie système et la voiture. Et donc, dans ce cadre-là, on va privilégier principalement des stratégies soit de substitution, soit de reconception des systèmes, bien qu'on développe aussi quand même quelques stratégies d'efficience. Et par exemple, un exemple tout bête, c'est de se dire, en gros, lorsque les agriculteurs utilisent de l'azote, ils vont calculer à l'avance, en fonction du rendement qu'ils espèrent obtenir, une dose d'azote qui va correspondre à cet objectif de rendement. D'accord. Sur une parcelle de blé, je dis n'importe quoi, ils estiment qu'ils vont pouvoir faire 80 quintaux de blé cette année sur cette parcelle. Et donc, ils vont apporter une dose d'engrais qui correspond à cet objectif de rendement. Parce que c'est pas ce qu'ils faisaient avant ? Alors, cet objectif de rendement, il est vachement controversé parce qu'il est basé sur un historique, théoriquement, des parcelles. Il est assez difficile à manipuler parce qu'en fait, on ne sait jamais vraiment... C'est très dépendant de la météo de l'année, c'est dépendant de tout un tas de facteurs. Et en fait, c'est hyper compliqué de prévoir à l'avance le résultat d'une année. Donc, en fait, c'est un peu comme... moi, je prends souvent cette analogie, c'est comme une soupe qu'on essaye de saler en mettant une quantité de sel sans la goûter. Ouais, d'accord. Et donc, en fait, nous, ce qu'on propose comme stratégie pour rendre l'utilisation de l'azote un peu plus efficiente, c'est de goûter la soupe progressivement en fonction, en cours de saison. Donc, d'aller sonder les plantes pour savoir si elles sont... comment elles se sentent, quoi, en termes de... Enfin, elles ne se sentent pas, elles n'ont pas d'émotion, mais comment elles sont... Quel est leur état de nutrition ? Est-ce qu'elles sont en carence ? Est-ce qu'elles sont en surnutrition ? D'accord. Et de fertiliser, donc d'apporter des engrais uniquement quand il y a un risque que la plante se retrouve en carence. Parce que l'apport d'engrais est pas... c'est pas en one shot, tiens, je balance tout mon engrais et c'est fini. C'est un truc qui est continu et itératif, du coup. Il y a certaines cultures qui nécessitent qu'un seul apport d'engrais en one shot, comme le maïs est souvent conduit de cette manière-là. En blé, la plupart des agriculteurs fractionnent,
Mais en fait, le problème, c'est qu'il fractionne, mais sur des doses qui sont calculées à l'avance et qui sont hypothétiques. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est de n'apporter que quand il y a besoin, en fait, que quand il y a un risque que la plante se retrouve en carence. D'accord. Et donc, effectivement, le fait de fractionner, donc de diviser une dose totale en plusieurs petites doses, ça a déjà permis des progrès assez considérables. Mais nous, on considère que ce n'est pas suffisant parce qu'en fait, fractionner, ça ne veut pas forcément dire réduire la dose globale, ça veut juste dire la diviser en plusieurs apports. Et nous, on part du principe qu'il y a une marge de progression qui est importante en carrément s'affranchissant de définir une dose totale qui est complètement théorique et qui n'a pas de sens agronomique sur le terrain. Attends, j'ai du mal à comprendre. Parce que tu dis, du coup, tu m'as parlé du fait de le faire de manière itérative, en plusieurs fois, et là maintenant tu me dis qu'il faudrait s'affranchir d'une dose définie, mais donc ça veut dire quoi? Juste on n'en met plus, ou ça veut dire on choisit au hasard? J'ai du mal à... En fait, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça sur un coin de table, mais l'idée, c'est de se dire que, en fait, dans notre travail, on essaye plus de raisonner en fonction de comment la plante se comporte. Donc, c'est-à-dire de n'apporter que quand il y a un risque qu'elle se retrouve en carence. Ah, d'accord. Et donc, il se peut que finalement, si on suit les conseils techniques qui sont donnés aux agriculteurs, une année N, le conseil technique va donner un conseil d'une 100, je dis n'importe quoi, 100 unités d'azote ou 150 unités d'azote, et qu'en fait, via nos méthodes, on se rend compte que la plante n'est jamais carencée, et finalement, on va venir apporter que 50 ou même 0 dans les cas les plus extrêmes, parce que le sol a pu fournir la quantité nécessaire à la plante cette année-là, dans ce contexte particulier. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt de s'adapter à un environnement qui change et à une situation locale, plutôt que de faire des calculs théoriques et d'appliquer ce que la théorie veut bien nous dire. D'accord. Donc c'est basé sur le fait de savoir donner que quand il faut donner, et pas juste par habitude ou par décision préétablie de dire on va lui donner tant à tel moment de l'année. Donc ça, j'ai l'impression que du coup c'est la partie efficience. Oui. Et là, du coup les deux autres parties que tu as plus travaillé, comment ça se traduit Ouais, alors sur la partie substitution, nous en fait ce qu'on essaye aussi de travailler avec les agriculteurs, c'est que dans la nature, il y a des plantes qui sont capables de fixer l'azote naturellement de l'atmosphère. On a un tout petit peu parlé au début, mais c'est une famille de plantes qui s'appelle les légumineuses. Les légumineuses, c'est les pois chiches, la luzerne, le trèfle, les haricots, enfin voilà, toutes les légumineuses à graines pour l'alimentation animale, et aussi les légumineuses fourragères comme le trèfle ou la luzerne ou le sainfoin pour l'alimentation humaine d'abord, et là pour l'alimentation animale. Et donc en fait l'idée, c'est que ces cultures, elles peuvent se fournir en azote de manière naturelle avec une symbiose avec une bactérie racinaire, et elles sont complètement autonomes en azote. Et donc d'une part, on se passe complètement d'engrais de synthèse pour leur culture. Et d'autre part, il y a une partie de ces cultures, celle qu'on ne va pas récolter pour l'alimentation humaine ou animale, qui est restituée au sol et qui va pouvoir servir à la culture suivante, qui, elle, en aura peut-être besoin si c'est un blé, par exemple, ou un maïs. Et donc cette famille de plantes, les surfaces de légumineuses en France ont cessé de diminuer ces dernières années. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de les réinsérer dans les systèmes de culture pour justement profiter de leur capacité à fournir de l'azote gratuitement au système, et des protéines qui sont d'ailleurs très, très bonnes pour la santé parce que très riches en fibres. Et donc voilà, on essaie de travailler avec les agriculteurs pour réintroduire ces cultures, soit les réintroduire dans les rotations, ça veut dire changer de rotation très simple. Actuellement, une rotation typique, c'est colza, blé, orge, et ces trois cultures qui sont cultivées en boucle.
Et donc on essaye de les insérer soit en culture principale, donc c'est-à-dire de rajouter une culture à ces 3 cultures, soit de les mettre entre 2 cultures pour qu'elles puissent donc profiter à la culture suivante, qu'on appelle les cultures intermédiaires. Et donc l'idée, voilà, c'est de travailler avec ces agriculteurs-là pour qu'ils puissent les intégrer, soit dans leur rotation, soit même en association de cultures pour certains. Là, on revient à ce dont on parlait au début du podcast. Et c'est pas facile parce que c'est des cultures qui sont, même si elles n'ont pas besoin d'azote, qui sont assez sensibles aux maladies, aux ravageurs, et qui sont dures à conduire agronomiquement, qui ont été aussi un petit peu abandonnées par la recherche. Donc il y a peut-être un progrès variétal qui serait intéressant à mener, un travail en tout cas. Et donc voilà, ça c'est les stratégies à l'interface entre substitution et reconception, parce qu'il ne suffit pas de substituer une culture par une autre, mais aussi de reconcevoir son système et sa rotation de manière cohérente pour intégrer ces légumineuses dans les systèmes. Parce que ça ne va pas empêcher de continuer à utiliser de l'azote, mais du coup peut-être moins, et aussi de pallier à l'appauvrissement des sols de manière générale, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est un sujet. En fait, tout ce qu'on exporte, tout ce qu'on utilise pour notre alimentation ou pour l'alimentation des bêtes, alors après, on pourra aussi parler de la compétition entre l'alimentation humaine et animale, qui est aussi un sujet très, très sensible, enfin important en tout cas. Et effectivement, tout ce qu'on exporte, donc pour nous nourrir ou pour nourrir les animaux, ça appauvrit le sol. Et il y a une nécessité de restituer une partie importante de nutriments au sol. Donc les légumineuses, ça le fait de manière naturelle, gratuitement, je dirais. Mais il y a aussi d'autres manières de reboucler les cycles. Il y a des zones, notamment en France, qui sont très excédentaires. La Bretagne est très excédentaire en nutriments, de manière générale. Et il y a certaines zones qui, au contraire, s'appauvrissent parce que l'élevage a été complètement supprimé de ces territoires. Et donc, des reconnexions plus fortes entre agriculture et élevage pourraient aussi permettre, en plus de l'introduction des légumineuses, de reconstituer des sols riches en matière organique et des sols capables de nourrir les plantes de manière satisfaisante. Donc de ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que pour l'instant j'ai identifié 2 manières de réenrichir les sols, c'est à travers les légumineuses et à travers des associations élevage et agriculture. Ouais. Il y a ces 2 voies. Il y a réintroduire massivement des légumineuses dans les systèmes de culture. Ça, à mon avis, c'est indispensable. Il y a reconnecter l'agriculture et l'élevage, parce que c'est clé pour la productivité et la durabilité de nos systèmes agricoles. Et il y a une 3e voie, c'est aussi améliorer la circularité de nos systèmes alimentaires, qui sont en fait très déficitaires et très énergivores. Enfin, on gaspille beaucoup à chaque maillon de la chaîne. Et donc récupérer les bouts de stations d'épuration, récupérer nos urines, récupérer tous ces flux de nutriments qui s'échappent dans la nature, c'est aussi un enjeu très important. Donc effectivement, massifier la réintroduction des légumineuses, améliorer la complémentarité culture-élevage et améliorer la complémentarité, je dirais, ville-campagne, pour le faire simple. C'est trois piliers, à mon avis, pour régler au moins partiellement ce problème de dépendance aux engrais azotés. D'accord. Mais du coup, moi je me dis, je suis un petit Parisien avec mes concepts de comment être une meilleure personne pour sauver la planète. J'ai l'impression que ce qu'on me dit souvent, c'est qu'il ne faut pas manger de viande rouge, il faut devenir végétarien, etc. Donc ce que là tu conseilles de faire, j'ai l'impression que ça va à l'encontre de ce que je crois qu'il faut faire. Donc quel est le problème ? Oui. Alors, le problème avec la viande, c'est qu'on en consomme trop et ça crée un fort déséquilibre. Ça crée une compétition entre l'utilisation de céréales pour l'alimentation humaine et pour différents types d'élevage. Alors en effet, on considère, c'est des ordres de grandeur, mais que pour 1 gramme de protéines
1 gramme de protéines végétales produit, il en faut 10 pour nourrir une vache qui va produire 1 gramme de protéines animales. Et donc en effet, ce facteur de 1 à 10, si on l'applique à l'échelle nationale ou européenne ou mondiale, on se rend compte qu'il faudrait réduire assez drastiquement le cheptel, enfin la quantité d'animaux qu'on élève pour arriver à réduire cette dépendance qu'on a aux engrais azotés. Donc il y a ce côté réduire notre consommation de viande, réduire effectivement la consommation de viande rouge qui sont un peu plus exigeantes en protéines. Et il y a aussi favoriser l'émergence de filières de légumineuses qui permettraient justement de valoriser ces protéines végétales bonnes pour la santé en plus et qui ne rentrent pas en compétition avec l'alimentation animale. Et donc en effet, l'élevage, il faut, selon moi, le réserver à la valorisation parce que l'élevage, on en aura toujours besoin pour valoriser par exemple des coproduits de l'alimentation humaine ou des zones de pâture qui ne seraient pas du tout forcément cultivables pour des grandes cultures ou pour des céréales. Donc l'élevage, il faut, selon moi, si on veut régler durablement ce problème, le cantonner à soit des zones qui nécessitent l'élevage pour l'entretien de ces zones-là, zones montagneuses par exemple, ou l'élevage au service de l'agriculture et non l'inverse. Peut-être qu'une manière de le formuler, ce serait effectivement de ramener un élevage au service de l'agriculture et non une agriculture au service de l'élevage, qui est plutôt le paradigme actuel. Mmh. Et donc, c'est effectivement réduire la part de viande dans notre alimentation et de manière concomitante redévelopper des filières de légumineuses. Ça, c'est mes deux grandes orientations si j'étais ministre de l'agriculture et de l'environnement. D'accord. Donc, est-ce que tu as l'impression qu'on a fait les 3 piliers ? Oui, alors là j'ai décrit ça de manière un petit peu isolée. Ce qui manque peut-être, mais c'est très compliqué, c'est une vision très systémique de la chose. Et en fait, ce sont des problèmes, les problématiques de l'azote, comme tous les wicked problems, c'est des problèmes insolvables, et en tout cas en l'état actuel des choses, et qui, pour être résolus, nécessitent des modes de structuration en recherche, des modes de recherche interdisciplinaires, parce que pour créer, comme je disais tout à l'heure, une filière de légumineuses, il ne suffit pas de les produire, il ne suffit pas d'agronomes pour produire ces légumineuses, enfin d'agronomes, d'agriculteurs avant tout, mais je parle en termes de recherche. Il faut aussi tout un tas d'organisations de filières, de valorisation de ces légumineuses dans les filières. Il faut que les politiques publiques puissent soutenir aussi le développement de ces filières-là. Et donc, il faudrait une vraie vision systémique pour soutenir les pistes de recherche que j'ai essayé de mentionner jusqu'à présent, quoi. Donc, en effet, on a essayé de développer des stratégies E, des stratégies S, des stratégies R, mais globalement, il nous faut aussi des orientations et des programmes politiques qui soient à même ambitieux et à même de relever les défis qu'on a essayé d'effleurer là dans la petite heure qu'on a eue. Petite heure, ouais. Donc de ce que je comprends bien, oui, donc il faut une aide généralisée hors du domaine même dont on parle depuis tout à l'heure. Je pense qu'on peut peut-être passer à des questions plus d'hypothèses. Depuis tout à l'heure, tu dis ce qu'il faudrait faire, et c'est souvent ce qu'on entend, c'est ce qu'il faudrait faire, etc. Mais je pense que c'est aussi intéressant peut-être d'avoir un opinion sur ce qui va se passer. Donc tu dis qu'il y a plein de possibilités, vu que c'est un problème qui n'a pas vraiment de solution établie.
de ton avis, si on avait à imaginer le monde de l'agriculture dans les 10, 20, 30 prochaines années, d'après toi, ça ressemblerait à quoi en France et dans le monde? Peut-être c'est une réponse différente. Alors, effectivement, c'est une réponse différente. En fait, il y a un problème. Alors, là, il y a plusieurs casquettes. Il y a le scientifique idéaliste qui essaye de trouver des solutions à des problèmes complexes et qui se rend compte finalement que son travail peut permettre d'orienter des grandes orientations politiques et qui ne va pas forcément, je dis n'importe quoi, mais si on arrive à se passer d'engrais demain, on sera super content de produire du blé sans engrais, mais c'est pas pour autant qu'on aura fait changer les 60 millions de consommateurs qui veulent de la viande bon marché et qui la trouveront sûrement ailleurs. Et donc il y a un feu, c'est juste combattu dans mon travail de recherche entre un idéalisme de trouver des solutions à des problèmes complexes et un principe de réalité qui fait que le futur ne sera pas forcément tel qu'on l'imagine dans nos laboratoires. Et donc, c'est encore plus compliqué, alors je ne veux pas éluder la question, mais c'est encore plus compliqué dans un contexte, l'azote est éminemment géopolitique, on ne l'a pas dit, mais l'azote qu'on utilise pour nos engrais provient principalement de Russie. Donc il y a aussi des problèmes géopolitiques à retrouver une souveraineté vis-à-vis de cet enjeu. Et donc, et on l'a vu aussi pendant le Covid, les approvisionnements, ça a été très chaotique sur le marché des engrais azotés. Ah, d'accord. C'est passé un peu en dehors des radars pour le grand public, mais les prix des engrais azotés se sont envolés. Et donc, il y a des enjeux de géopolitique qui viennent s'ajouter ajouter une couche d'incertitude, je dirais, au travail qu'on mène à trouver des solutions innovantes. Et donc, une manière de répondre à ta question, ce serait d'essayer de fonctionner avec une approche Mon approche plaide plutôt pour une transformation des systèmes, à la fois des systèmes alimentaires et des systèmes agricoles. Une approche réaliste serait l'approche par transition, qui est, elle, beaucoup plus lente et peut-être aussi plus facile à mettre en œuvre en termes de politique publique. Et donc, mon travail, ça va être d'accompagner cette transition vers des systèmes fortement autonomes en azote, voire complètement autonomes. Et voilà, donc c'est essayer de faire en sorte que cette transition intervienne de la manière la plus rapide possible. Voilà, donc ça va passer par la création de filières légumineuses, la reconnexion des systèmes alimentaires avec les campagnes, la transformation la reconnexion de l'agriculture et de l'élevage. Et je pense que c'est un peu en combinant tous ces leviers-là qu'on arrivera à régler le problème de l'azote en agriculture. À moins que d'autres problèmes géopolitiques entrent dans l'équation. Malheureusement, j'ai pu constater, là ça fait une petite dizaine d'années que je suis dans la recherche et que je côtoie des agriculteurs. Et c'est comme tous les systèmes, nous, citoyens compris, qui sont très, très difficiles à faire bouger. Beaucoup d'inertie. Il y a énormément d'inertie, à la fois dans les comportements de consommation, mais aussi dans les habitudes compris tous les acteurs de la filière. Donc c'est un système qui bougera peut-être pas forcément très vite, mais sauf si il est soumis à un choc important. Et en tout cas, l'idée, ce serait d'arriver à construire des systèmes qui soient un peu plus résilients à un futur incertain et instable, à la fois climatiquement et géopolitiquement, je pense. Est-ce que tu recommandes peut-être des chocs importants pour faire bouger les choses? Oui, c'est pas forcément souhaitable. Alors, en tout cas, il faudrait arriver à créer des systèmes qui soient résilients à ces chocs. Ce serait peut-être plus souhaitable que de souhaiter que ces chocs interviennent rapidement. Alors après, oui,
nous, en tant que scientifiques, on sait qu'on va droit vers des situations qui risquent d'être très tendues, voire, j'utiliserai pas le terme de catastrophique, mais Je le mentionne quand même. mais en tout cas, l'ampleur des changements systémiques qui sont à mener pour l'instant, mais c'est un peu comme dans tous les autres domaines de la société, et notamment le domaine énergétique, moi j'aime beaucoup faire ce parallèle entre énergie et agriculture, parce qu'en fait la problématique de l'azote est étroitement liée à celle de l'énergie. Et donc on est, selon moi, pas encore pas encore prêt à faire cette transition énergétique, et donc cette transition agroécologique. Encore moins. Encore moins. D'accord, donc je comprends. Des termes un peu joyeux. Non, mais c'est marrant parce que tu as quand même gardé une approche très scientifique dans le fait de délivrer ton opinion sur le sujet. Enfin, je trouve ça intéressant du coup. Je pense qu'on arrive vers la fin de l'interview. Et du coup, j'ai quelques autres questions, peut-être semi-personnelles je voulais le demander au départ de l'interview, mais au final, on s'est totalement perdu dans des questions sur ton sujet, sur pourquoi tu as choisi ce sujet-là. De ta thèse, et puis même maintenant, ce que tu fais, pourquoi ? Alors pourquoi ? C'est une très bonne question. Pourquoi ? Alors moi, donc je suis de formation agronome. J'ai fait une école d'ingénieur agronome, et puis en fait rapidement j'ai voulu, face à ces constats, les constats qu'on a pu faire dans cette petite heure qu'on vient de passer ensemble, j'ai voulu essayer ce qui m'intéressait en sortie d'école, c'était d'aller étudier des systèmes très alternatifs, très en rupture avec ce que propose l'agriculture et l'agronomie conventionnelle, pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui était possible de faire comme changements radicaux. Et donc c'est là que j'ai commencé ma thèse, avec cette vision assez partisane, voire oui, je dirais partisane, de ce que devrait être l'agriculture. Donc d'où les vergers maraîchers. Les vergers maraîchers, les systèmes très diversifiés, complexes, petites surfaces. Et en fait, en analysant ces systèmes, je me suis un peu, je dirais pas pris une claque, mais je me suis confronté en fait à cette complexité qui est le domaine de l'agriculture, le domaine de la souveraineté ou de l'autonomie alimentaire, et en fait, et aussi au problème que sont la généralisation de ces niches d'innovation, et au fait que en fait, pour faire évoluer un système alimentaire, un système agricole, il faut, selon moi, c'est ce que j'ai appris avec le temps, jouer un peu sur tous les tableaux, et à la fois favoriser l'émergence d'innovations radicales, d'innovations de niche, et faire bouger le régime dominant, ce qu'on appelle le régime dominant dans nos théories de l'innovation. Et c'est aussi ça qui m'a ramené petit à petit, progressivement, lors de mon parcours de recherche, à m'intéresser à ce qu'est l'agriculture finalement dominante aujourd'hui. Et donc j'essaye de garder un peu ce double regard entre un système dominant, impactant à faire changer, et quelques niches que je considère être des sources d'innovation hyper intéressantes, et sources d'inspiration hyper intéressantes pour faire évoluer ce gros mastodonte qu'est le système agricole dominant. Est-ce que tu as des livres à recommander à des personnes qui seraient potentiellement intéressées par les différents sujets qu'on a abordés ? Oui, alors sur la partie sur les systèmes diversifiés, alternatifs, petites surfaces, une source d'inspiration importante, ça a été l'expérience de la ferme du Bec et Loing,
Donc le bouquin s'appelle Vivre avec la Terre, si je dis pas de bêtises. Vivre avec la Terre, d'accord. Vivre avec la Terre, donc c'est en 3 tomes, c'est hyper documenté et c'est assez vulgarisé, hein, c'est grand public, mais ça permet de se familiariser avec ces thématiques. Et en ce qui concerne la problématique de l'azote, je conseillerais un bouquin de Claude Aubert qui s'appelle Les apprentis sorciers de l'azote, qui raconte un petit peu, qui retrace cette histoire de comment les engrais azotés ont émergé et ont transformé notre agriculture, ont transformé nos systèmes alimentaires pour en arriver à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Donc les apprentis sorciers de l'azote. De l'azote, mais de Claude Aubert. De Claude Aubert, d'accord. Ok, alors, j'ai une dernière question que je pose à chaque fois et j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet, mais j'essaie juste de la retrouver pour... Ah oui, voilà. Alors, donc ça n'a pas forcément de rapport avec ce dont on a parlé, mais je pense que c'est intéressant. La question est la suivante. Un livre, un poème, une chanson, une œuvre, si le monde devait brûler et qu'il revenait à toi de sauver une œuvre d'art, quel que soit son type, pour qu'elle erre dans l'espace et que quelqu'un ou quelque chose puisse la retrouver un jour, que choisirais-tu ? Alors, tu peux me répéter la question ? Je peux te répéter la question. Donc on parle d'une œuvre d'art, donc que ce soit un livre, un poème, une chanson, une œuvre, une sculpture, ce que tu veux. C'est toi qui décides. Si le monde devait brûler, disparaître demain et qu'il revenait à toi de sauver cette œuvre d'art, quel que soit son type, pour qu'elle erre dans l'espace et que quelqu'un ou quelque chose puisse la retrouver, que choisirais-tu ? C'est une très bonne question que je me suis jamais posée. Alors moi je suis très mélomane, donc ce sera forcément un album de musique ou un morceau, je ne sais pas. Mais alors je réponds à chaud, mais je pense qu'il aurait fallu que j'y réfléchisse un peu avant. Mais je dirais un de mes coups de cœur musicaux et qui m'a fait vraiment évoluer ces derniers temps. C'est assez récent, donc c'est pas un grand classique, mais pour moi ça le deviendra probablement. C'est un collectif musical qui s'appelle Snarky Puppy et que j'adore et que je recommande à tout mélomane qui se respecte. Et donc voilà, c'est sûrement pas le chef-d'œuvre qui devrait être au patrimoine du Mozart, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, qui me touche, et que voilà, si je devais m'échapper de la planète avec une œuvre, ce serait certainement l'œuvre de ce collectif. Raphaël Pau, merci beaucoup. Merci à toi.